Bonsoir à tous, merci à vous de nous rejoindre pour votre émission spéciale week-end. Aujourd'hui en compagnie de Lise Barimbaud et Sarah Koskiewicz. Mesdames, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là avec moi et de m'accompagner tout au long de cette émission. C'est parti. Après une carrière bien remplie, les footballeurs ont parfois du mal à raccrocher leurs crampons. Si les championnats européens leur ferment la porte, eh bien des nouvelles destinations sont désormais très prisées. Ces stars, en fin de carrière, s'exilent en Amérique du Nord ou bien en Asie. Mais la promesse de ces nouveaux Eldorado est parfois trompeuse. Regardez le reportage, on en parle tout de suite après. À plus de 30 ans, les footballeurs doivent déjà réfléchir à réorienter leur carrière. Si les grands championnats européens les mettent sur la touche, des ligues plus exotiques n'hésitent pas à les recruter. Les États-Unis, la Grèce, la Turquie, le Qatar ou encore la Chine sont des championnats de seconde zone qui embauchent des joueurs avides d'un nouveau challenge. À 37 ans, Thierry Henry a encore de jolis restes. Après une carrière exceptionnelle à la Juventus de Turin, à Barcelone, mais surtout à Arsenal, club qui lui a même érigé une statue, l'attaquant joue depuis 4 ans chez les Red Bulls de New York. Aujourd'hui, le Français brille dans son club new-yorkais. Il vient de signer un doublé lors d'un match de son équipe qui s'est imposé 4-2 contre l'Impact Montréal. David Villa et Frank Lampard ont aussi décidé de terminer leur carrière dans la grosse pomme au sein du New York City Football Club, une équipe rivale des Red Bulls. Le continent nord-américain attire beaucoup d'autres stars du football. À 31 ans, Jermaine Defoe, ancienne gloire de la Première Ligue anglaise, a signé au FC Toronto où il est déjà buteur cette année. Après avoir évolué sous les couleurs des Los Angeles Galaxy, David Beckham revient sur le nouveau continent avec un projet très ambitieux. Lancer une nouvelle franchise de soccer à Miami d'ici 2016. Je voulais créer une équipe que nous pouvons assembler de toutes pièces. Il y avait une équipe ici il y a 10 ans et malheureusement elle a fermé boutique. Je veux créer ici quelque chose de très personnel. Tout ce que j'ai fait dans ma carrière a toujours été très personnel. Mais la MLS n'est pas la seule ligue à séduire les anciennes gloires du football européen. La Chine tente par tous les moyens de donner du prestige à son championnat. Le club du Shanghai chinois a rassemblé plusieurs stars du ballon rond. Didier Drogba, icône du club de Chelsea, quitte Londres en 2012 pour aller jouer dans la métropole chinoise. Un choix qu'il considère alors comme un véritable défi. Je savais que la Chine est une grande nation du sport et pour moi c'était donc un défi de venir. Même s'il est transféré avec un salaire mirobolant, le joueur nie avoir fait le choix de l'argent. Je ne suis vraiment pas venu ici pour faire de l'argent. Je suis venu parce que c'est complètement différent de tout ce que j'ai fait avant. Son idylle chinoise tourne court, puisqu'il abandonne l'empire du milieu après seulement quelques mois. Même chose pour Nicolas Anelka, qui se laisse convaincre par les dirigeants chinois. J'avais d'autres propositions, mais j'ai préféré venir en Asie parce que voilà, j'avais envie de découvrir. Encore une fois, c'est un échec. Anelka rentre en Europe au bout d'1 an pour s'engager avec la Juventus de Turin. Et les joueurs ne sont pas les seuls courtisés. Marcello Lippi fait le bonheur du Guangzhou Evergrande, le champion de Chine et le vainqueur de la Ligue des champions asiatiques. Alors que Jean Tigana a quant à lui vécu des heures moins faciles. Nommé entraîneur de Shanghai en 2011, il prend ses fonctions avec beaucoup d'enthousiasme. Pour moi, c'est une expérience fantastique. J'ai connu l'Angleterre, j'ai connu la Turquie. J'ai fait le choix de venir pour voir un autre football et découvrir une autre aventure. Le Français est finalement limogé en avril 2012 à cause de résultats décevants de l'équipe. Des salaires intéressants, des défis à relever, les championnats de football exotique ont de l'argent et des idées. Mais le manque de culture footballistique et de passion les empêche encore d'atteindre le très haut niveau. Alors Lise, on vient de le voir, hein, les États-Unis et la Chine recrutent beaucoup ces anciennes gloires du football, mais il y a d'autres pays qui bougent aussi. Hein. Oui, alors on a les championnats turcs et grecs qui recrutent vraiment beaucoup de footballeurs. On a eu en Grèce par exemple Djibril Cissé qui a joué avec beaucoup de talent au Panathinaïkos entre 2009 et 2011. On a eu Miralas à l'Olympiakos. Et puis en Turquie, on a eu Drogba qui depuis est revenu à Chelsea. On a eu Quaresma au Beşiktaş, Sana au Galatasaray. Mais il y a aussi d'autres contrées encore plus exotiques. Par exemple, on sait que Del Piero a joué au FC Sydney en Australie. Et puis Cannavaro, lui, il a joué à Dubaï entre 2010 et 2011. Karembeu aussi, on s'en rappelle, hein, qui joue à l'Olympiakos. Mais il y a quand même des pays qui se démarquent beaucoup et qui font beaucoup d'efforts pour devenir terre de football. Lesquels, par exemple? Alors en ce moment, le pays qui fait vraiment beaucoup d'efforts, qui s'investit, c'est l'Inde. L'Inde, par exemple, cette année, on sait qu'il y a 8 Français qui sont draftés en Inde, c'est quand même énorme. Et dans les illustres Français qui ont joué et qui jouent encore là-bas, on a Robert Pires, oui, notamment, qui a joué... C'est surprenant d'ailleurs comme choix.
Il a dû avoir un petit chèque. En tout cas, il a joué au club de Hora, dans la banlieue de Calcutta, en 2012. Et puis là, il va revenir à partir de septembre 2014 au Bombay Club. On a aussi David Trezeguet, qui a signé en juillet 2014 au FC Pune City. Et puis d'autres, comme Johan Capdevila, qui lui a signé au North East United Football Club. Et maintenant, on sait que Del Piero va aller en Inde. Mais comment on peut être attiré par un championnat comme celui-là, qui est absolument inconnu finalement? Alors, ces pays qui ont des championnats comme ça, un peu inconnus, ils investissent énormément pour devenir crédibles. Donc, par exemple, ils ont des infrastructures incroyables. On a des stades énormes. Par exemple, le Kolkata FC en Inde, il a 120 000 places, donc c'est quand même formidable pour un joueur de jouer là-bas. Après, bon, ils retrouvent d'anciens collègues, ils le savent, donc ça leur fait aussi plaisir. Et puis, je vous le disais, ils ont quand même des salaires mirobolants. Anelka, quand il jouait à Shanghai, par an, il était payé 10 600 000 euros. Donc c'est plutôt alléchant. Et puis évidemment, il y a toute la stratégie marketing à côté, toute la publicité qu'il a pu faire, toutes les entreprises qui l'ont recruté pour faire ils ont des sponsors, absolument. Plein de contrats publicitaires. Et puis il y a aussi le projet sportif. Ça tire quand même comme ça d'aller vers l'inconnu, d'avoir le sentiment de créer le football dans un pays qui ne s'y connaît pas encore vraiment. Ils ont vraiment le sentiment de participer à une aventure. Alors justement, ils profitent de leur notoriété puis ils perdent les pédales parfois. Hein. Alors on a Sidney Govou, oui, qui est en Grèce, il a joué à la fin de sa carrière au Panathinaïkos et bon, il faisait pas grand chose sur le terrain sauf un but contre le Barça en Ligue des Champions et puis il a frôlé le licenciement pour une virée nocturne un petit peu trop arrosée. Oui non mais ça c'était pas simplement dans ce pays-là qu'il faisait des virées nocturnes, Sidney Govou. Effectivement, mais dans ce cas-là il s'est accroché au Panathinaïkos, il a même accepté de jouer pour 1 000 € par mois et donc il est resté là-bas finalement. Un sacré bon garçon. En tout cas, merci beaucoup Lise Barenbaum. Et Tahiti accueille un événement majeur de surf. Et cette année, c'est une édition particulièrement impressionnante entre vagues gigantesques et cadres paradisiaques. Tout ça, c'est pour le bonheur de vos yeux. Regardez le reportage de Samuel Calvo. Le Billabong Pro Te Aupo de Tahiti est le 3e événement de la SP World Tour. Un événement des plus attendus par les surfeurs. Beaucoup de fun, mais aussi une compétition très redoutée en raison des énormes vagues et des récifs dangereux. Après plusieurs jours de calme où la compétition a été décalée pour cause météorologique, Te Aupo s'est réveillé pour une journée de compétition qui restera dans les mémoires. 11 fois champion du monde, l'Américain Kelly Slater a été stratosphérique avec des scores proches de la perfection. Il a littéralement mis KO son adversaire, John Florence, en demi-finale. L'Hawaïen a été battu lors d'un duel qui restera dans les annales avec des scores dépassant les 19,5. C'est fou, c'est une hauteur incroyable et j'essaie de l'apprivoiser, de maîtriser les vagues. C'est tellement bon ici, le meilleur endroit où je n'ai jamais surfé, je pense. J'ai déjà surfé d'aussi grandes vagues avant et peut-être aussi avec une telle qualité, mais jamais ces deux conditions n'ont été réunies avant. C'est tout simplement spectaculaire. Mais malgré cette demi-finale extraordinaire, Slater a été dépossédé de la victoire par Gabriel Medina. Pour ce dernier jour du Billabong Pro Tahiti, on aura atteint la perfection. Du soleil, des vagues de 3 mètres et plus, des hits à suspense et des gros wipeouts. Toutes les conditions étaient réunies pour faire de ce Final Day un moment spectaculaire. 3 centièmes de point, c'est finalement ce qui aura manqué à Slater pour égaler Medina qui l'emporte, avec un score impressionnant de 18,96. Si l'Américain est parvenu à signer la meilleure vague de ce duel, il a couru après le score sur toute la série. Medina, de son côté, a été inarrêtable et voit le titre mondial se rapprocher. Après avoir remporté la Quicksilver Pro Gold Coast et le Billabong Rio Pro, le natif de Marésias séduit les juges avec un surf épuré et une précision millimétrique. Merci à tous, je suis très heureux. Je suis sûr que beaucoup de Brésiliens étaient devant leurs écrans. Je suis très content d'être ici et de représenter le Brésil. Je voudrais embrasser mes amis de Marésia, ma mère et j'ai encore beaucoup d'autres personnes à remercier. Merci à tous, vraiment, je suis très heureux. Le Brésilien peut être fier de sa fabuleuse réussite sur cette saison 2014. Il est bien parti pour détrôner le King Slater, une performance digne des plus grands alors qu'il n'a que 20 ans. Allons, on parle basket avec une information qui vient d'être officialisée. Kevin Love, le joueur vedette des Minnesota Timberwolves, s'est engagé en faveur des Cleveland Cavaliers. Le joueur prodige de 25 ans qui portera désormais numéro 0 rejoint ainsi LeBron James, qui avait quant à lui annoncé son retour dans le club de son cœur il y a 1 mois et demi. Les Cavs sont donc pleins d'ambition pour la saison à venir, comme le révèle leur nouvelle recrue. Écoutez. LeBron had signed to come back. Vous savez, lorsque LeBron a annoncé son retour aux Cleveland Cavaliers, il m'a appelé et je lui ai dit « Tu sais quoi ? J'en suis ».
Cela a beaucoup pesé dans ma décision. Je savais que les Cavaliers avaient beaucoup de jeunes en place et beaucoup de joueurs de grand talent. Je connais assez bien la ville, mais cela a beaucoup pesé dans ma décision. Donc cela compte beaucoup pour moi de faire partie de cette équipe. Alors Sarah Koskiewicz, que s'est-il passé? Pourquoi a-t-il quitté Minnesota? Il ne trouvait pas sa place là-bas? Alors finalement, l'équation est simple pour Kevin Love. D'un côté, on a l'équipe des Minnesota Timberwolves, qui est plutôt une équipe en demi-teinte, mais qui n'a jamais su passer le cap et briguer un titre NBA. Puis de l'autre côté, on a les Cavs, qui reconnaissent un second souffle avec le retour de LeBron James. Et puis au milieu, on a Kevin Love, du haut de ses 25 ans, qui est un ailier superstar dans son équipe, qui était un ailier superstar chez les Wolves, et qui veut absolument participer aux playoffs, et qui va peut-être trouver l'opportunité de le faire aux côtés de LeBron James. Et puis un coach extraordinaire cette année qu'on connaît bien, David Blatt, un Israélien. On lui souhaite bonne chance en tout cas. Absolument. Dites-moi, est-ce que le fait que LeBron James comme ça soit parti à Cleveland, ça a ouvert la porte pour les autres finalement? Alors, en réalité, les Cavs cette année ont su se constituer une belle brochette de joueurs. On parle de LeBron James, de Kevin Love, il y a aussi Kyrie Irving, mais il y a aussi des jeunes prometteurs dans cette équipe comme Tristan Thompson, et le tout, comme vous venez de le dire, échapeauté par David Blatt, qui a ramené la coupe du Maccabi Tel Aviv et dont le CV finalement parle de lui-même, qui n'est plus à présenter, qui va certainement mener cette équipe d'une main de maître durant cette saison. Et puis LeBron James a joué le RP de luxe dans le recrutement de Kevin Love, et les Cavs du coup espèrent peut-être reproduire le succès du Miami Heat. En tous les cas, à vous entendre, vous avez beaucoup de passion. Vous pensez que ce sont eux les favoris de la conférence Est? Je ne me ferai pas avoir cette... Pour le moment, il est trop tôt pour vous répondre, Valérie. Je me doute bien que vous saurez me relancer tout au long de la saison. Il est bien évidemment trop tôt pour parler de l'avenir. Vous pensez pas qu'il va y avoir de bagarres d'ego là? Il y a tellement de stars cette année. Il y a beaucoup de stars, mais en tout cas, les bookmakers américains se sont mis d'accord pour le moment pour dire que Cleveland ressort favori sur l'ensemble du pays, bien avant les Spurs ou encore les Bulls qui voient revenir à Derrick Rose sur leur parquet, ou même le Thunder d'Oklahoma City. Je pense que cette saison va être extrêmement passionnante à regarder. En tous les cas, il va porter le numéro 0. C'est bizarre comme numéro, non? C'est un petit peu bizarre. Tout le monde sait que le numéro fétiche de Kevin Love est le 42. Malheureusement, la franchise de Cleveland l'a retiré il y a quelques années, donc il ne veut pas l'avoir. En tout cas, tout ce qu'on peut dire, c'est un numéro bizarre, mais ce n'est pas la première fois. Russell Westbrook le portait déjà, oui. Et Damian Lillard, qui est le meneur de Portland, qui fait partie aussi de la Team USA, porte ce numéro. On peut aussi parler de Robert Parrish, qui lui porte le 00. Oui. C'est pas la même chose, mais c'est un numéro un peu bizarre. On voit déjà sur Internet des hypothèses un petit peu farfelues quant à la signification de ce numéro. Votre cœur, il a changé. Vous étiez pour Miami la saison dernière. Cette année, il penche du côté de Cleveland, j'ai l'impression. Hein. Mon cœur sera toujours à Miami, mais force est de constater qu'il va Votre cœur balance. Voilà, mon cœur balance. Je suis toujours du côté de Miami, mais je pense qu'il va falloir revoir... Que le meilleur gagne, en tout cas. Merci beaucoup, Sarah Koskiewicz. Allez, ce sont des aventuriers de sensations fortes. Vous allez voir, ces sportifs se rendent au pied d'un glacier en Argentine pour s'adonner à la nage en eau froide, un sport extrême, beaucoup de frissons, et dans des eaux à 2 degrés pour ses adeptes. Le but est de se sentir vivant. Eh bien, c'est sûr que l'eau froide réveille. Regardez ce reportage. C'est un sport, à vrai dire, de givré que Jackie Coble est venu pratiquer ici en Patagonie. La nage en eau glacée. Comme elle, des aventuriers d'un genre nouveau ont afflué du monde entier jusqu'à ce glacier majestueux du bout du monde, le Perito Moreno, où l'eau est à 2 degrés. C'est super de faire des choses folles, de se sentir, vous savez, un peu fou. Vous ne devez pas nécessairement être ennuyeux, vieux, grincheux et passer votre temps assis sur un canapé avec vos pantoufles et votre pipe à regarder la télé. Un sport qui n'est pas fait pour les frileux. Il a été créé il y a 20 ans en Finlande et possède aujourd'hui des milliers d'adeptes. Et même son propre championnat du monde. C'est du même genre que les sports extrêmes comme le saut à l'élastique, le surf ou d'autres sports à risque. Mais je ne ressemble en rien à une athlète, non? Cela fait 5 ans que Jackie aime barboter dans l'eau gelée. Une eau que, dit-elle, la garde jeune et la fait se sentir vivante. J'ai vraiment aimé ça. Être physiquement en forme est important, mais les nageurs affirment que tout se joue dans la tête. Ah, ce que l'on peut dire à tous ceux qui voudraient tenter la nage en eau froide, c'est que c'est possible. Si vous le voulez, c'est possible, oui. Mais attention tout de même à l'accident.
Les nageurs ont des bouées au cas où surviendrait un imprévu. L'eau gelée qu'ils apprécient tant peut parfois devenir mortelle. Alors Sarah Koskiewicz, vous iriez vous baigner dans une eau froide comme celle-là? Certainement pas, je préfère les climats chauds. Vous êtes déjà toute bleue en tout cas. Vous préférez vous concentrer sur la NBA et sur Kevin Love cette année? Je préfère me concentrer sur des choses un petit peu moins refroidissantes. Et vous, Lise Barenbaum, l'eau froide, ça vous dit? Non, moi je préfère le football. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité à nos programmes sportifs. Merci à vous, mesdames, d'avoir été avec moi tout au long de cette émission. Notre site internet est disponible pour vous 24 heures sur 24. En attendant, restez avec nous car l'info continue. Vous avez choisi notre chaîne et vous avez bien fait.